moratoire sur l'industrie uranifère du Québec. Elle siège au comité aviseur de santé publique de la Côte-Nord sur l'industrie de l'uranium et est membre de la table santé du Plan Nord. Elle a présenté avec ses collègues un mémoire à la commission parlementaire sur le projet de loi 19 qui prévoit la réforme de la loi sur les mines. Bonsoir, Madame Gingras. Bonsoir. Monsieur Normand Goulet est professeur, lui, en géologie structurale et tectonique à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Ses recherches actuellement portent sur la genèse des minéralisations uranifères dans le nord du Québec. Il y travaille avec des collègues depuis 2007 et s'intéresse entre autres aux zones de failles minéralisées de la fosse du Labrador, des monts Otish ainsi que des monts Tomgat au Nunavik. Il mène également des études comparatives avec les gisements uranifères de classe mondiale en Namibie, au Gabon ou ailleurs au Canada. Alors, bonsoir, Monsieur Goulet. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et enfin, Madame Patsy Thompson est directrice générale de la Direction de l'évaluation et de la protection environnementale et radiologique à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Elle est donc responsable des programmes de protection de la santé et de l'environnement. Elle est spécialiste en toxicologie environnementale. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans l'évaluation des impacts sur l'environnement de contaminants industriels, que ce soit des métaux, des substances organiques ou de la radioactivité. Elle a été témoin expert au Canada et à l'international. Elle représente d'ailleurs le Canada au Comité des normes de radioprotection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, bonsoir à vous, Madame Thompson. Alors, merci à vous quatre, bien sûr, d'avoir accepté l'invitation de l'ACFAS. L'uranium, donc. Pour les uns, c'est une source d'énergie propre et un moteur de développement économique. Pour les autres, c'est un métal radioactif, dommageable pour l'environnement et pour la santé. Bref, l'uranium est une source de débat et de mobilisation. Autant le scientifique que le citoyen sont partagés entre l'attrait économique de l'uranium et les risques liés à son exploitation. Mais que sait-on exactement des risques associés à cette source d'énergie qui, il faut le dire, frappe l'imaginaire encore aujourd'hui? Comment ces risques sont-ils gérés au Canada et ailleurs dans le monde? Et enfin, est-ce que le nucléaire a un avenir au Québec? Quand il y a un projet industriel, je pense que tout le monde a peur. Je crois que dans le cas de cette île, le problème avec le projet, la situation de l'uranium, c'est parce que c'est proche. Mais si c'était une autre mine, est-ce que ce serait la même chose? Peut-être que oui. Peut-être que non. Rabaska, c'est proche, puis le monde a peur. Tu sais, il y a une espèce de compréhension de part et d'autre qui est nécessaire. Point de vue de sa radioactivité, je pense que, moi, de mon point de vue, elle n'est pas plus radioactive que beaucoup de roches qui sont présentement dans la nature ici. L'étape de l'exploration actuelle, l'effet qu'ils ont sur l'environnement, je pense pas, moi, je crois pas que ça change quoi que ce soit. Évidemment, je suis pro-uranium. Nous, on est là pour le développement minier. On espère la diversification économique du territoire et on voudrait que les mines le soient, que ce soit de l'uranium ou du nickel ou d'autres choses. Moi, j'habite sur le bord de la rivière Moisy, puis le projet de mine d'uranium au lac Cachiwis, il est juste en arrière dans les montagnes. On est tous dans le bassin versant de la rivière Moisy, donc toute l'eau coule éventuellement là, puis il va arriver chez nous à côté. Toutes les poussières qui vont sortir du site vont aboutir dans l'entonnoir ici. Les prospecteurs ne regardent pas pour l'uranium chez nous. C'est pas disponible l'uranium à côté, il n'est pas. L'enjeu n'est pas sur l'uranium qui va sortir du sol sur la côte nord. L'enjeu est pour où on va sortir l'uranium du sol. On va laisser 95 % de la matière radioactive dans les résidus miniers. Puis eux autres, on ne les gérera pas de façon particulière. Donc, ils vont être libres à l'érosion, à la pluie ou l'exivia. Donc, c'est ces déchets-là que nous autres, on ne veut pas. L'uranium qui s'en aille avec, puis qui aille faire des centrales nucléaires à quelque part, puis qui gère ça comme il faut, c'est correct. Mais les déchets qui vont rester ici, dans 20 ans, 40 ans, 100 000 ans, qui va s'en occuper? La municipalité de cette île. Je rappelle brièvement les faits, peut-être les plus récents. Vous savez que le prix de l'uranium est remonté ces dernières années, c'est fixé. Alors, les projets d'exploration se multiplient au Québec. Il y en aurait peut-être jusqu'à 220. Les principaux joueurs s'appellent Cameco, Areva, Azimut, Terra Ventures, Ressources Habitex, Strateco, et ils visent des régions situées surtout au nord du Québec. À l'automne 2008, des médecins et des citoyens de cette île se sont opposés à l'exploration d'uranium au lac Cachiwis, tout près de la ville de cette île, par Terra Ventures, et ont demandé un moratoire. À la fin 2009, l'Institut national de la santé publique du Québec a créé
C'était déjà une réponse, un comité d'études sur les risques pour la Côte-Nord. Pendant ce temps, vous le savez sans doute, à Québec, les députés débattent à l'Assemblée et en commission parlementaire de la refonte de la loi sur les mines, au projet de loi 79. Et encore, dans quelques jours, les 23 et 25 novembre, il y aura des audiences publiques à Mistassini et Chibougamau sur le projet Matouche de Stratéco. C'est un projet étudié présentement par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Alors voilà, allons-y. On a quelques éléments d'information. Allons-y. Et j'ai envie de vous poser la première question que, comme citoyenne, j'ai envie de vous poser. Est-ce que oui ou non, il y a des dangers pour la santé humaine à l'exploration et éventuellement à l'exploitation de l'uranium? Madame Gingras, comme médecin, allez-y. En fait, nous, on est sortis parce qu'on était très inquiets. Parce qu'au départ, même les autorités au niveau de la santé publique dissociaient les différentes phases de l'industrie uranifère. Donc, de dire qu'il n'y a pas de problème au stade d'exploration. Mais on ne peut pas dissocier, on ne peut pas comparer les projets uranifères à d'autres projets miniers. Une fois qu'on va avoir pris ce train-là, il va être très difficile d'y descendre. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que la santé publique reconnaisse qu'on ne peut pas dissocier le tout. Actuellement, il manque des études par rapport au stade d'exploration. Donc, au départ, même la santé publique disait qu'il n'y avait pas de danger. Mais par contre, si on regarde l'effet d'une mine, c'est comme dire qu'une voiture dans le monde, ça n'a pas d'impact. Mais par contre, avec un parc automobile, on connaît très bien que ça a un impact au niveau de l'environnement. Donc, c'est un peu ça. Là, actuellement, il y a une prolifération de l'activité au niveau de l'exploration et c'est quelque chose qui est inquiétant. Et il y a de la littérature qui démontre que quand même, il peut y avoir des émanations de radon et il manque de l'information au niveau de la littérature. Donc, c'est ce qu'on demande, qui est une revue de littérature et qu'on voit c'est quoi l'état des connaissances actuelles. Voilà. Mais quelles seraient les manifestations de ces émanations de radon, par exemple, pour la santé des individus qui vivraient à proximité d'une mine d'uranium? Mais on sait en tant que tel que le radon, c'est une substance qui est dangereuse. Oui, qu'on peut trouver dans nos caves, hein? Tout à fait. Donc, c'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Donc, associé au tabagisme, ça augmente les risques à ce moment-là de développer un cancer. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le danger est connu. Ce qu'on ne connaît pas, ce qui est mal documenté au niveau de la littérature ou ce qu'on n'a pas réussi à voir, c'est comment quantifier le risque. Et c'est pour ça qu'on a demandé qu'il y ait un comité d'études pour étudier la question. Actuellement, si c'était clair comme de l'eau de roche, la santé publique n'aurait pas investi là-dedans. Et en Virginie, le National Academy of Science ne mettrait pas de l'argent pour étudier la même question actuellement. Voilà. Bien, Madame Thompson, évidemment, je vous passe la parole. Vous êtes responsable de ces programmes au niveau canadien pour la santé et la sécurité humaine. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on en sait déjà assez sur les effets sur la santé? En fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été faites depuis plusieurs décennies sur des travailleurs qui ont œuvré dans le secteur minier dans les décennies des années 40, 50 et 60, au moment où les teneurs en radon dans les mines étaient élevées. Ces travailleurs-là, on le sait, le radon a causé une augmentation de l'incidence du cancer du poumon, mais c'est avec ces informations-là que maintenant l'industrie est réglementée pour réduire de façon importante les concentrations de radon dans les mines. Voilà. Quel type de réglementation on a imposé à la suite de ces constatations-là? En fin de compte, ce qu'on a fait, c'est établir, premièrement, des limites d'exposition pour les travailleurs. Il y a aussi des programmes pour protéger les travailleurs. Il y a des programmes de ventilation, par exemple. Les travailleurs vont porter des appareils pour mesurer en temps réel les niveaux d'exposition pour qu'ils puissent avancer ou reculer quand ils travaillent. Mais toutes les données actuelles démontrent que les niveaux d'exposition au radon et les radionucléides qui sont associés au radon sont suffisamment faibles qu'on ne détecte pas d'augmentation de l'incidence du cancer du poumon chez les travailleurs canadiens actuels. Voilà. Je suis d'accord avec elle, parce qu'effectivement, il y a des mesures de protection pour les travailleurs. Entre autres, quand c'est des mines souterraines, c'est ventilé à l'extérieur. Ce qu'on manque, c'est les données sur l'effet des populations. Quels seront les effets, par exemple, chez les enfants? L'exposition, comment ils vont répondre? Donc, on connaît que ce qui est important, c'est de plus en plus, il y a des études qui sortent comme quoi c'est pas nécessairement le temps d'exposition qui va être important, mais l'âge à lequel on va commencer à être exposé. Donc, ça, c'est des données qui nous manquent. Ça, on est rassurés au niveau des travailleurs, c'est pas ça qui nous inquiète, parce qu'effectivement, ils ont des dosimètres, il y a toutes sortes de techniques pour diminuer l'exposition.
Puis aussi, il y a l'effet aussi du travailleur engagé alors que son état de santé est peut-être supérieur à la moyenne. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est par rapport aux populations puis par rapport à l'environnement. Voilà. Mais écoutez, je reviens aux études épidémiologiques sur lesquelles on s'est basé. Est-ce qu'elles ont mesuré la santé des populations environnantes également? Il y a des études épidémiologiques qui ont été faites sur les travailleurs, mais il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites chez des populations qui vivent autour soit de sites miniers, soit d'usines qui vont faire l'extraction de l'uranium ou la transformation de l'uranium. Donc, il y a plusieurs études sur les populations qui vivent autour de ces sites-là, et toutes les études ont démontré qu'il n'y a pas d'effet sur la santé des adultes, il n'y a pas d'effet sur la santé des enfants. On n'a pas vu d'augmentation dans les taux de cancer, on n'a pas eu d'augmentation dans les taux, par exemple, de problèmes génétiques ou de malformations. Donc, ce qu'on voit, c'est que les populations qui vivent autour des sites ont le même état de santé que la population générale qui vit à l'extérieur des sites. Il y a des études qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites au Canada, mais dans d'autres pays également. Par exemple? Au Canada, il y a des études qui ont été faites à Port Hope, par exemple, où il y a une industrie qui a fait l'extraction et la transformation de l'uranium et du radium depuis les années 30. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, au Colorado et ailleurs, chez les populations qui vivent dans ces sites-là. Il y en a eu en France aussi. Voilà, donc il y a des données scientifiques qui semblent, qui ne vous satisfont pas, là. Non, tout à fait, parce que quand on regarde, il y a des études, je ne suis pas d'accord de dire que toutes les études, il y a certaines études, effectivement, qui démontrent qu'il n'y a pas de changement. Par contre, quand on regarde qui finance ces études-là, souvent l'industrie est derrière ces études-là. Quand on regarde les études qui sont fondamentales ou indépendantes, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Donc, c'est sûr que les études qui sont financées par l'industrie, c'est des gros budgets, c'est des études qui sont bien ficelées, etc. Mais quand on regarde, des fois, il peut y avoir des biais de sélection, etc. Mais il y a des études qui sont sorties chez la population de Navajo, par exemple, où on a découvert qu'il y avait une augmentation de l'incidence de cancer au niveau des organes génitaux chez les garçons. Donc là, c'est tout à fait faux de dire qu'il n'y en a pas d'impact. Malheureusement, il manque d'études sérieuses qui ne sont pas financées, qui sont complètement indépendantes. Puis actuellement, c'est ce qu'on est en train de voir. Quelles sont ces études-là, de les répertorier. Nous, ce qu'on demande, un moratoire pour avoir le temps de faire ce travail-là, puis de dire, bon, voici l'état des connaissances. Ce travail qui devrait être fait par qui, selon vous? Bien, entre autres, actuellement, c'est fait par l'Institut national de santé publique, donc ça va prendre à peu près 2 ans. Puis le National Academy of Science est en train de faire le travail également, qui est un travail de plus grande envergure, là, bien sûr. Là. Il y a beaucoup de sous, on n'a pas du tout les mêmes budgets au Québec pour faire ce travail-là. Merci. Monsieur Goulet, je vous voyais réagir tout à l'heure. Voulez-vous ajouter quelque chose, vous, qui comparez un peu les mines et les zones minéralisées en uranium d'ici et celles de l'Afrique? Simplement sur le titre du débat, richesse. On aurait dû rajouter richesse naturelle. Okay, l'uranium est naturel et le cycle de l'uranium est vraiment naturel et le radon est le fruit naturel du cycle. On trouve de l'uranium à l'état naturel dans les strates. À peu près partout au Québec, à peu près partout. Et du radon, on en trouve également à peu près partout, dans des fissures. Il va se retrouver, comme Mme Thompson le disait, dans des sous-sols un peu plus que dans les étages plus élevés, mais il se trouve naturellement dans des environnements où il y a de l'uranium. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais et je ne veux pas être en dehors de mon champ de compétences, puisque nous sommes soumis à des ordres professionnels. Et vous êtes tous des scientifiques, hein? Alors oui, mais on doit œuvrer ou parler selon notre compétence. Oui. Mais par contre, si je m'informe comme citoyen, amoureux de la nature que je suis, je m'informe et je lis des articles scientifiques dans Nature ou quoi que ce soit, et j'en arrive aux mêmes conclusions que Mme Thompson. C'est facile d'aller, indépendamment de qui finance, okay, et c'est publié dans des articles dans Nature ou quoi que ce soit, des périodiques scientifiques. L'exposition du public est pratiquement inexistante, y compris le radon, qui a une vie de 3,8 jours, 4 jours, disons. Donc, c'est démontré qu'il n'y a pas de risque accru de cancer également à ces expositions-là.
Voilà. Écoutez, j'aimerais savoir ce que M. Duguay en pense, parce que là aussi, je me ramène à un point de vue de citoyenne. Il y a peut-être toute la première phase de l'exploration, de l'extraction d'uranium, mais ensuite, l'uranium sert à procéder, est exploité de différentes façons. Et la fission de l'uranium, entre autres dans un réacteur nucléaire, on sait que ça produit des résidus radioactifs, des déchets qui vont durer